Sers-nous le champagne, ordonne ma tante. À cet instant, l'huissier sonne. Qui est le propriétaire? Demande-t-elle, pâle. Je réponds calmement, c'est moi. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je lissais une dernière fois le tissu de ma robe. Une simple robe noire, une coupe fourreau d'une élégance presque austère. C'était une pièce de créateur que j'avais choisie avec un soin méticuleux, un de ces luxes silencieux que ma famille, dans son ignorance tapageuse et son amour pour le logo apparent, prendrait sans aucun doute pour une trouvaille de fin de série dans un grand magasin quelconque. C'était mieux ainsi. Mon anonymat était mon armure. En m'approchant de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, sa façade haussmannienne monumentale semblait me toiser avec la même arrogance que ses occupants. Chaque balcon en fer forgé, chaque haute fenêtre aux rideaux lourds, tout ici criait la richesse, l'héritage, un pouvoir que ses habitants actuels ne méritaient pas. C'était une façade dorée, magnifiquement entretenue, parfaite pour dissimuler les fissures profondes qui rongeaient les fondations de la maison de Valois. La lourde porte en chêne s'ouvrit avant même que j'aie pu actionner la sonnette. C'était Pierre, le vieux majordome, un vestige d'une époque où cette maison avait une âme. Son visage, habituellement un masque d'impassibilité professionnelle, s'éclaira d'une lueur presque imperceptible en me voyant. Dans le secret de notre alliance silencieuse, il me fit un clin d'œil discret, un minuscule geste de conspirateur qui me réchauffa le cœur plus que n'importe quel compliment. « Mademoiselle Élise » murmura-t-il en prenant mon manteau avec une déférence qui n'était pas feinte. « Ils sont au grand salon. Le comte de Brissac n'est pas encore arrivé. »« Merci, Pierre, répondis-je sur le même ton confidentiel. Tout va bien? » Il hocha la tête, ses lèvres minces se pinçant légèrement. L'ambiance, tendue. Monsieur est de fort méchante humeur depuis son rendez-vous de ce matin. Je hochai la tête en retour. La nouvelle du rendez-vous bancaire raté m'était parvenue avant même que mon oncle n'ait eu le temps de rentrer chez lui. À peine avais-je fait quelques pas dans le hall monumental, sous le lustre en cristal de baccarat qui avait illuminé les soirées de ma grand-mère, que la voix de ma tante, Béatrice de Valois, résonna depuis le salon, tranchante comme un éclat de verre. « Ah, Élise est enfin là. Avec une demi-heure de retard, pour ne pas changer. Tu sais bien que nous avons des invités de marque ce soir, ce n'est pas très poli. L'imprécision est la marque des gens qui n'ont rien d'important à faire. » Je pris une profonde inspiration, revêtant le masque de la parente pauvre, la nièce effacée et éternellement reconnaissante qu'il m'avait sculptée au fil des ans. « Bonsoir, ma tante. Je suis sincèrement désolée, il y avait des embouteillages monstres près de la Concorde. » Elle agita une main manucurée, où scintillait un saphir gros comme une noix, un bijou qui, je le savais, n'était pas encore payé. Des excuses, toujours des excuses. Le monde n'attend pas les gens comme toi, Élise. La prochaine fois, prévois. Ou mieux, utilise l'entrée de service comme je te l'ai déjà dit. C'est plus direct, et cela t'évitera de croiser nos invités en arrivant. Ce serait plus convenable pour tout le monde. À côté d'elle, ma cousine Chloé, affalée sur un canapé en velours avec une grâce étudiée, leva à peine les yeux de son téléphone. Son regard me scanna de la tête aux pieds avec la lenteur d'un scanner à bas prix. Un rictus de mépris étira ses lèvres parfaitement dessinées. « J'aime bien ta robe, Élise. Très sobre. C'est du Zara, non? C'est courageux de porter ça pour une soirée comme celle-ci. Ça montre que tu assumes. » Quelque chose comme ça, mentis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Mon oncle, Jean-Philippe, le frère de mon défunt père, abaissa le Figaro qu'il feignait de lire. Son visage était bouffi, ses yeux injectés de sang. La fureur de son échec matinal était encore palpable. « Élise, sois un ange. Arrête de rester plantée là comme une potiche. Va donc vérifier en cuisine si le champagne est bien frappé. Le comte de Brissac arrive d'un instant à l'autre, et je veux que tout soit absolument parfait. Sa présence ce soir est capitale. » Bien sûr, mon oncle. Tout de suite. Me diriger vers les cuisines était un soulagement. C'était mon rôle assigné dans cette pièce de théâtre mensuelle, la servante non officielle,
la petite main corvéable à merci, celle qui permettait à Béatrice de se vanter d'avoir une nièce si serviable. Mais en traversant le long couloir lambrissé, mes doigts effleurèrent le mur. Mon mur. Mes pensées s'envolèrent vers le coffre-fort biométrique de mon bureau, à la Défense, où les actes notariés originaux de cet hôtel particulier dormaient en sécurité. 5 ans. Cela faisait 5 ans que j'étais la propriétaire légale et absolue de chaque pierre, de chaque poignée de porte, de chaque latte de parquet sur laquelle ils posaient leurs pieds arrogants. Je sortis discrètement de ma poche le petit papier que Pierre m'avait glissé. Je le dépliai. C'était son écriture fine et précise. Projet bibliothèque, JP a contacté un architecte pour abattre la cloison. Devis reçu. Chloé, plainte du 3e pour fête jusqu'à 4 heures du matin samedi. Alexandre, a passé 3 heures au téléphone à crier sur quelqu'un à propos d'un deal à Neuilly. Chaque ligne était une preuve. Chaque mot, un clou de plus. Je repliai le papier et le remis dans ma poche. La sonnette retentit, majestueuse. La voix de Béatrice fusa, impérieuse. Élise. Ne reste pas à rêvasser. Va ouvrir, le personnel est sûrement débordé. C'est le compte. Et tâche d'avoir l'air présentable. Je me dirigeai vers la porte, le cœur battant, non pas de nervosité, mais d'une froide et patiente anticipation. Le spectacle allait commencer. Et ce soir, je n'étais pas seulement une spectatrice silencieuse. J'étais la metteur en scène, et le rideau allait bientôt tomber. En ouvrant la porte au comte de Brissac, un vieil homme à la noblesse discrète et à l'œil perçant, je me suis souvenu d'un autre jour, une autre porte qui s'était ouverte sur la ruine de mon innocence. C'était il y a 15 ans. J'avais 15 ans, et je me tenais, tremblante, dans le bureau solennel d'un notaire, maître Dubois, un homme au visage bienveillant qui avait été le confident et le meilleur ami de mon père. Mes parents, ma seule famille, venaient de mourir dans un accident de voiture sur une route de campagne détrempée par la pluie. J'étais orpheline, terrifiée, et mon oncle Jean-Philippe et ma tante Béatrice, mes plus proches parents, étaient devenus mes tuteurs légaux. Ce jour-là, dans ce bureau qui sentait le papier ancien, le cuir et la cire, Jean-Philippe avait joué la comédie de sa vie. Il m'avait serré dans ses bras, son corps rigide dégageant une fausse compassion qui me donnait la nausée. Avec des sanglots dans la voix, il avait expliqué la situation. Ton père, mon pauvre frère, que Dieu ait son âme. Il n'était pas un homme d'affaires très avisé, ma chérie, avait-il dit en posant une main lourde sur mon épaule. Son cœur était trop grand. Il a fait de mauvais investissements, il a contracté des dettes que nous découvrons à peine. Après avoir tout réglé, les créanciers, les impôts, il ne reste presque rien. Un désastre. Il avait parlé de créanciers voraces, d'engagements imprudents, de la nécessité de vendre la plupart des actifs pour sauver l'honneur du nom. Il avait liquidé l'entreprise florissante de mon père, une société de conseil en investissement respectée, pour une bouchée de pain. Il avait vendu ses parts, ses collections d'art, ses voitures de collection, ne me laissant officiellement qu'une petite somme dérisoire, placée sur un compte bloqué jusqu'à ma majorité, et une obscure société de gérance immobilière. Il l'avait présentée comme un fardeau, une coquille vide sans aucune valeur, criblée de dettes fictives. Nous la garderons pour toi, par sentimentalisme, avait-il conclu avec un soupir magnanime. C'est le dernier souvenir de ton père. Nous la gérerons pour toi, ne t'en fais pas. J'étais trop jeune, trop anéanti par le chagrin pour comprendre les subtilités de la fraude. Le monde était un brouillard de douleur. J'avais simplement hoché la tête, reconnaissante qu'on ne m'envoie pas dans un pensionnat ou un foyer. Mais 3 ans plus tard, le jour de mes 18 ans, maître Dubois m'avait de nouveau convoqué dans son bureau. Seul, cette fois. Il avait fermé la porte à clé, un geste inhabituel qui avait attiré mon attention. Il m'avait servi un verre d'eau, et son regard, habituellement si doux, était devenu grave, intense. Élise, avait-il commencé, sa voix vibrant d'une émotion contenue. Votre père était mon plus cher ami. Sur son lit de mort, bien avant l'accident, alors qu'il se battait contre une maladie qu'il a vaincue, il m'a fait lui faire une promesse. La promesse de veiller sur vous si jamais il lui arrivait quelque chose. Il se méfiait de son frère. Il connaissait sa cupidité. Il m'avait alors tout expliqué, document à l'appui.
La manipulation sordide de mon oncle. La manière dont il avait profité de la situation pour sous-évaluer les actifs, créer de fausses dettes auprès de sociétés écrans qu'il contrôlait, et détourner la quasi-totalité de l'héritage de mon père à son profit. Il avait profité de ma jeunesse et de mon deuil pour me spolier, méthodiquement, sans le moindre scrupule. Les larmes que je retenais depuis 3 ans se mirent à couler. Des larmes de chagrin renouvelé, mais aussi des larmes de rage froide. Mais il a fait une erreur, continua Maître Dubois, une lueur combative dans le regard. Une erreur d'arrogance. Il a sous-estimé cette petite société de gérance. Il l'a jugée sans valeur et ne s'y est pas intéressé. Mais votre père, lui, était un stratège. Il y avait discrètement logé des actifs stratégiques. Des biens immobiliers modestes mais dans des quartiers en devenir, des contrats de location à long terme avec des entreprises solides, des participations minoritaires mais précieuses. Ce n'est pas un fardeau, Élise. C'est une graine. Une fondation sur laquelle vous pouvez bâtir. Ce jour-là, ma vie a basculé. Le chagrin s'est mué en détermination. Maître Dubois est devenu plus qu'un notaire. Il est devenu mon mentor, mon confident, mon général dans la guerre silencieuse que j'allais mener. Il m'a appris les arcanes du droit des affaires, les subtilités de la finance, l'art de la négociation. J'ai suivi des études brillantes en école de commerce le jour, et la nuit, nous travaillions à faire fructifier ce petit héritage. Nous avons rebaptisé la société Horizon Capital, un nom qui regardait vers l'avenir. Ma première vraie victoire fut la renégociation d'un bail commercial avec une grande enseigne. J'avais étudié leur bilan, trouvé des failles dans leur stratégie d'expansion. J'avais 20 ans, et j'ai obtenu une augmentation de loyer de 30% face à des directeurs juridiques qui avaient le double de mon âge. Ce jour-là, j'ai su que j'en étais capable. La vengeance ne serait pas seulement un plat qui se mange froid, ce serait un festin que je préparais moi-même, avec patience et méticulosité. Le dîner se poursuivait, un ballet grotesque d'hypocrisie. Mon oncle pontifiait sur la géopolitique, ma tante critiquait les tenues des autres femmes de leur cercle, et mes cousins se vantaient de leur vie prétendument passionnante. Assise à l'extrémité de la table, la place traditionnellement réservée aux enfants ou aux invités de moindre importance, j'étais une présence fantomatique qu'on n'interpellait que pour donner un ordre. Élise, passe-moi le sel. Élise, demande à Pierre de monter une autre bouteille de Saint-Émilion. Celle-ci est bouchonnée. Elle ne l'était pas. Je m'exécutais avec un sourire docile, mais mon esprit était ailleurs. Il était à des kilomètres de là, dans la réalité de ma vie, une réalité qu'il ne pouvait même pas soupçonner. Il était dans mon bureau d'angle du 40e étage d'une tour de la Défense. Un bureau minimaliste, presque spartiate, avec une vue panoramique sur tout Paris, un espace de travail que ma famille, avec son goût pour le clinquant, aurait trouvé bien trop sobre. Ce matin même, j'y avais dirigé une réunion avec mes directeurs financiers. Sur l'écran géant de la salle de conférence, il n'y avait pas de photos de vacances à Saint-Barth, mais des graphiques complexes, des projections de cash flow, et la liste de nos dernières acquisitions. Cette liste, personne dans cette pièce ne la connaissait. Et pourtant, elle dictait chacune de leur vie. Il y avait l'immeuble entier sur les Champs-Élysées, une merveille d'architecture art déco. C'est là que, de Valois et Fils, l'entreprise chancelante de mon oncle, louait ses bureaux prestigieux sur 2 étages. Le loyer exorbitant, qu'il payait systématiquement avec 1 ou 2 semaines de retard, tombait directement dans les caisses d'Horizon Capital. Chaque retard était une violation de contrat, soigneusement notifiée par une lettre recommandée qu'il jetait probablement à la poubelle sans la lire. Il y avait le domaine viticole en Champagne, près d'Épernay. Jean-Philippe aimait servir sa cuvée personnalisée, avec une étiquette prétentieuse à ses initiales. Il ignorait que depuis 2 ans, le vignoble et toutes les terres environnantes m'appartenaient. J'avais racheté la totalité de la production via une société de négoce. Je lui revendais ensuite ses propres bouteilles avec une marge de 150%, juste pour le plaisir sadique de le voir se vanter d'un produit que je contrôlais de A à Z. Il y avait le Cercle de l'Aurore, ce club privé et suranné du Faubourg Saint-Honoré où il passait ses après-midi à jouer au bridge et à entretenir son réseau. J'avais acquis les murs il y a 3 ans. Plus récemment, via une prise de participation progressive et discrète, j'étais devenu l'actionnaire majoritaire de la société qui le gérait. Le comité d'adhésion,
qui lui semblait être le pinacle du pouvoir social parisien, me rendait des comptes via son président, un homme que j'avais placé moi-même. Et puis, il y avait l'univers de Chloé. L'immeuble haussmannien de l'avenue Montaigne où ma cousine louait un penthouse somptueux pour une somme folle. C'était le décor principal de sa vie d'influenceuse. Chaque jour, elle y mettait en scène son existence parfaite, posant avec des sacs de luxe sur un balcon qui, techniquement, était ma propriété. Ses stories Instagram étaient une source inépuisable et publique de preuves de violation de son bail. Le rapport hebdomadaire du concierge, un homme charmant et méticuleux que je rémunérais grassement pour son zèle, était un chef-d'œuvre. Mardi, fête avec environ 40 personnes jusqu'à 5 heures du matin. Plainte de Madame du 5e. Mercredi, shooting photo non autorisé dans les parties communes. Vendredi, son nouveau petit ami a brûlé le parquet avec une chicha. Tout était documenté, photographié, daté. Mon téléphone vibra discrètement dans ma poche. Un message de Sylvie, mon assistante personnelle, une femme d'une efficacité redoutable qui connaissait tous mes secrets. Rapport de l'agence de notation reçue. La note de crédit de Valois et Fils a été officiellement dégradée à C. La banque va probablement geler leur ligne de crédit dès demain. Je levai les yeux vers mon oncle, qui expliquait bruyamment au comte de Brissac sa vision, géniale, pour redresser l'économie française. Il ne se doutait de rien. Il vivait dans une bulle de déni, une bulle que je m'apprêtais à faire éclater avec une seule épingle. Soudain, mon cousin Alexandre, qui jusqu'ici s'était contenté de bâiller en consultant ses notifications, se redressa, cherchant à impressionner le comte. En parlant de business, je suis sur un coup énorme. Un projet immobilier à Neuilly. Un truc de fou. Je négocie directement avec le promoteur, un certain monsieur Lambert. Un type très important. C'est le deal de ma vie, ça va enfin me permettre de sortir de l'ombre de mon père et de montrer ce que je vaux. Je dus faire un effort surhumain pour ne pas éclater de rire. Monsieur Lambert, un homme d'une 50aine d'années, était l'un de mes plus fidèles employés. Il dirigeait une de mes filiales spécialisées dans le développement immobilier de luxe. Le « deal de sa vie » était une pure fiction, un piège que j'avais monté de toutes pièces pour tester l'étendue de son incompétence. Et d'après les rapports quotidiens et souvent hilarants de Lambert, Alexandre se montrait encore plus crédule, arrogant et incompétent que je ne l'avais jamais imaginé. Ma tante Béatrice se tourna vers moi, son regard acéré comme une lame. « Et toi, Élise ? Toujours ton petit travail de gérance ? C'est bien, c'est un début. Tu devrais demander conseil à ton cousin, il est en train de devenir un grand nom. Il pourrait t'apprendre 2 ou 3 choses sur le vrai monde de l'immobilier. » Je hochai la tête, l'air humble, baissant les yeux vers mon assiette. Oui, ma tante. C'est une excellente idée. J'adorerais apprendre. Le vrai monde de l'immobilier. Si seulement elle savait. Le vrai monde, ce n'était pas les fanfaronnades dans un salon parisien. C'était le silence d'une salle de marché, le clic d'une souris qui validait une transaction à 9 chiffres, le pouvoir invisible mais absolu de posséder les murs qui abritaient les vies et les rêves des autres. Et dans ce monde-là, j'étais la reine, et il n'était que des pions sur mon échiquier. Des pions qui allaient bientôt être balayés de la partie. Les semaines qui précédèrent ce fameux dîner avaient vu la tension monter d'un cran, comme la pression dans une cocotte minute dont on aurait soudé la soupape. La dégradation de la note de crédit de Valois et Fils avait eu l'effet d'une bombe à retardement. Leur banque historique, la prestigieuse et vieillotte banque Lambert et Frères, avait commencé à montrer des signes de nervosité. Je le savais avec une certitude absolue, car via une série d'opérations financières complexes menées par la brillante Sylvie, Horizon Capital était récemment devenu un créancier significatif, bien que silencieux, de cette même banque. Nous avions racheté une partie de leur dette obligataire, nous donnant un levier discret mais puissant. La panique s'était installée au 24 bis, avenue Foch. Pierre m'avait rapporté des conversations de plus en plus tendues, des éclats de voix étouffés derrière la lourde porte du bureau de mon oncle. Leur train de vie était une bête vorace, une hydre à plusieurs têtes, les dépenses de Béatrice, les investissements foireux d'Alexandre, les caprices de Chloé, et ils n'avaient plus les moyens de la nourrir. C'est alors qu'ils avaient eu leur idée la plus désespérée, la plus folle, et la plus stupide. L'idée qui allait précipiter leur chute.
Un mardi matin, Maître Dubois m'appela. Sa voix était calme, comme toujours, mais je pouvais déceler une pointe d'excitation, la satisfaction du chasseur qui voit sa proie se diriger droit vers le piège. Élise, ils ont mordu à l'hameçon. Et avec voracité. Jean-Philippe a pris rendez-vous avec son directeur d'agence, un certain Gérard Martin, pour demain matin. L'objet officiel de la réunion, une demande de prêt hypothécaire de plusieurs millions d'euros sur l'hôtel particulier. Ils veulent financer le prétendu projet d'Alexandre. L'ironie était si mordante qu'elle en devenait presque poétique. Ils voulaient hypothéquer une maison qui ne leur appartenait pas pour financer un projet qui n'existait pas. Martin est un homme de la vieille école, continua le notaire. Sa famille est cliente de la banque depuis 3 générations. Il est fidèle aux Devallois. Il va probablement tout faire pour les aider. Il ne le pourra pas, répondis-je froidement, en regardant Paris s'étendre à mes pieds. Sylvie, veuillez organiser une visioconférence avec le président du conseil d'administration de la banque Lambert et Frères pour cet après-midi. Immédiatement. Et contactez notre équipe juridique. Je veux un rappel formel, avec mise en demeure, envoyé à la banque concernant les clauses de propriété et d'inaliénabilité du bien situé au 24 bis, avenue Foch, sans l'accord explicite du propriétaire réel, la société luxembourgeoise, Patrimonium Invest. L'après-midi même, depuis mon bureau, j'eus une conversation des plus courtoises avec le président de la banque, un homme au bord de la retraite qui comprenait parfaitement les rapports de force. Je ne fis aucune menace. Je me contentai de souligner, en tant qu'actionnaire et créancier influx, l'importance capitale du respect des procédures de diligence pour la réputation de son établissement. Je lui rappelai que toute tentative d'hypothéquer un bien sans l'accord explicite du propriétaire réel entraînerait des conséquences juridiques immédiates et cataclysmiques. Je n'eus pas besoin de mentionner que Patrimonium Invest m'appartenait. Il comprit le message 5 sur 5. Le pouvoir n'a pas besoin de crier. Le lendemain, Jean-Philippe et Béatrice, vêtus de leurs plus beaux atours comme s'ils allaient à un mariage, se rendirent à leur rendez-vous. Je n'étais pas là, mais Maître Dubois m'avait fait un compte-rendu si détaillé, basé sur ses propres sources au sein de la banque, que j'avais l'impression de tout voir. J'imaginais leur arrogance, leur certitude que leur nom et leur vieille relation suffiraient à balayer les petits problèmes administratifs. J'imaginais le pauvre Gérard Martin, pris en étau, transpirant dans son costume trop cher. Plus tard, Pierre me raconta leur retour. Ce fut une tornade. Ils étaient entrés dans la maison comme des furies, oubliant toute retenue. Fini la façade, fini les faux-semblants. Juste la rage, la peur et l'humiliation à l'état pur. Cet imbécile. Ce petit fonctionnaire de Martin avait hurlé mon oncle en jetant son porte-documents en crocodile sur une console Louis XV, qui m'appartenait. Il a refusé. Il a osé nous refuser. À nous, les Devallois. Béatrice était blême, sa voix tremblante de fureur contenue. Il a dit que le propriétaire avait mis son veto. Que la maison ne pouvait pas être utilisée comme garantie. Il a parlé d'une nouvelle direction, d'un durcissement des règles, d'un risque juridique trop élevé. Quelle nouvelle direction, avait tempêté Jean-Philippe, faisant les 100 pas sur mes tapis persans. Ce fonds d'investissement à la noix n'a jamais dit un mot en 5 ans. Pourquoi maintenant? C'est un complot. Quelqu'un veut notre peau. Leur monde s'effritait. Le sol se dérobait sous leurs pieds. Ils étaient piégés, acculés, et leur dernière, leur unique chance de salut reposait sur ce dîner. Le comte de Brissac. Ils espéraient le convaincre d'investir dans le projet bidon d'Alexandre, de leur prêter de l'argent, de les sauver de la noyade. Cette nouvelle vulnérabilité les rendait encore plus dangereux, plus méchants. Leur peur panique se muait en cruauté, et ils avaient besoin d'une cible facile pour déverser leur frustration. Cette cible, bien sûr, c'était moi. Ce qui rendait la suite des événements encore plus délicieusement inévitable. L'atmosphère du dîner était électrique, saturée d'une tension presque palpable. Elle flottait dans l'air comme des spores invisibles, dissimulés sous une couche épaisse de conversations mondaines, de rires forcés et de tintements de couverts en argent sur de la porcelaine de Limoges. Les Devallois jouaient leur va-tout, leur dernière carte. Chaque plat servi, chaque vin prestigieux débouché était une pièce de leur mise en scène désespérée,
destiné à éblouir le comte de Brissac. Il voulait projeter l'image d'une famille prospère, puissante, unie, un investissement sûr et respectable pour un homme de son calibre. Le comte, lui, était un observateur aguerri, un homme de la vieille France qui avait tout vu et tout entendu. Assis en face de moi, il mangeait peu, parlait peu, mais ses yeux d'un bleu délavé, vifs et perçants, ne manquaient rien. Ni la sueur discrète qui perlait sur le front de mon oncle quand il parlait d'économie mondiale, ni le tremblement presque imperceptible de la main de ma tante quand elle levait sa coupe de champagne à ses lèvres. Et, à ma grande surprise, il me regardait souvent. Pas avec la pitié condescendante que les autres invités me jetaient parfois, mais avec une curiosité intense, presque clinique, comme s'il essayait de résoudre une énigme complexe. Mes cousins, totalement inconscients de la gravité de la situation financière, étaient insupportables. Alexandre, galvanisé par la présence du comte, se lança dans une tirade interminable sur son projet immobilier fictif, utilisant un jargon de start-up qu'il ne maîtrisait manifestement pas. Nous visons une synergie verticale avec une approche disruptive et une gamification de l'expérience utilisateur sur le marché résidentiel de luxe, déclara-t-il pompeusement en ajustant son nœud papillon. C'est une véritable ubérisation du patrimoine, comte. L'avenir. Le comte se contenta de hocher la tête, une lueur indéfinissablement amusée dans le regard. Fascinant, jeune homme. Vraiment fascinant. Vous avez un esprit très créatif. Chloé, quant à elle, essayait de capter l'attention en parlant de ses collaborations avec des marques de luxe. C'est un travail à plein temps, vous savez, d'être une créatrice de contenu. Une véritable entreprise. La pression est énorme. La semaine dernière, j'étais à Milan pour la Fashion Week, un cauchemar logistique. La semaine prochaine, je dois être à Dubaï pour le lancement d'un parfum. Je suis épuisée, mais c'est le prix de la pertinence. C'est alors que la frustration de ma tante, qui bouillait sous la surface comme un volcan, trouva enfin un exutoire. Se tournant brusquement vers moi, elle me lança d'une voix qui claqua comme un coup de fouet dans le silence relatif qui s'était installé. « Élise, tu es bien silencieuse. Tu ne participes pas, dis-nous, à quoi ressemble la Fashion Week vue depuis ton petit studio du 15e. Tu dois avoir une perspective intéressante. » Le silence tomba sur la table, un silence lourd et inconfortable. Tous les regards se tournèrent vers moi. C'était une humiliation délibérée, crue, devant un invité de marque. Une manière de me remettre à ma place, la place de la parente pauvre qui ne connaîtra jamais leur monde. Je sentis le rouge me monter aux joues, mais je gardai mon calme. Je ne sais pas, ma tante. Je travaille beaucoup, vous savez. Je n'ai pas vraiment le temps pour ces choses-là. Le travail, le travail. Soupira-t-elle avec un mépris théâtral. Il y a des choses plus importantes dans la vie, ma chérie. Fonder une famille, par exemple. Tenir son rang. Mais pour ça, il faudrait déjà trouver un mari convenable. Et avec cette petite robe noire toute simple, tu ne risques pas d'attirer les regards. Il faut savoir se mettre en valeur, Élise. C'est la base. Mon oncle, sentant peut-être qu'elle allait trop loin même pour lui, tenta de faire de l'humour pour détendre l'atmosphère. Ne sois pas si dure, Béatrice. Élise est une fille sérieuse. Elle est notre petite Cendrillon. N'est-ce pas, Élise? Tu attends le prince charmant pour t'emmener au bal. En attendant, tu peux bien nous resservir un peu de ce délicieux Saint-Émilion. Je me levai, le dos droit, pris la lourde bouteille de Grand Cru, une bouteille que j'avais personnellement sélectionnée pour la cave de la maison lors d'une vente aux enchères privée, et commençai à servir les invités. Ma main ne tremblait pas. Chaque goutte pourpre qui tombait dans les verres en cristal était comme le son d'un conte à rebours dans ma tête. Le comte de Brissac me suivait du regard. Quand j'arrivai à sa hauteur, il posa délicatement sa main sur la mienne pour m'arrêter. « C'est assez pour moi, mon enfant, dit-il d'une voix douce. Puis, il me regarda droit dans les yeux, ignorant complètement les autres. Votre père était un homme d'une grande droiture. Et d'une intelligence redoutable. Il m'a donné un jour l'un des meilleurs conseils d'investissement de ma vie. Vous avez son regard. Ce même regard qui voit à travers les apparences. » Ces quelques mots, prononcés devant toute la tablée, eurent l'effet d'une bombe silencieuse. Le visage de mon oncle se figea.
Ma tante me foudroya du regard, furieuse que l'attention se soit détournée d'elle, pire encore, qu'on me complimente en évoquant un passé qu'elle avait tant voulu enterrer. C'était le moment. Le moment où la façade commençait à se fissurer pour de bon. Ils avaient voulu m'humilier, mais le vieil aristocrate, avec son instinct infaillible pour déceler la vraie valeur, venait de changer la dynamique de la soirée et de me donner une légitimité qu'il m'avait toujours refusée. Je sortis de mon sac une tablette numérique, fine et élégante. D'un geste fluide, j'activai le système domotique que j'avais fait installer lors de travaux de maintenance des années auparavant. Un écran de projection, parfaitement intégré et invisible jusqu'alors, descendit silencieusement du plafond du hall. J'y projetai un premier document, l'acte de propriété de l'hôtel particulier, enregistré au nom de la société Patrimonium Invest SA, domiciliée au Luxembourg. Comme vous pouvez le voir, la propriété a été vendue il y a 5 ans, expliquai-je d'une voix de conférencière. Puis, un deuxième document apparut, l'organigramme certifié montrant que Patrimonium Invest était une filiale à 100% de la holding française Horizon Capital. Et enfin, un troisième, les statuts d'Horizon Capital, déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, avec mon nom, Élise Marie de Valois, clairement inscrit en toutes lettres à la ligne, présidente directrice générale et actionnaire unique. Alexandre, mon cousin, laissa échapper un petit bruit étranglé, un hoquet de détresse. Chloé, qui avait repris son téléphone par réflexe d'influenceuse pour filmer la scène, le laissa de nouveau tomber sur le sol en marbre avec un bruit sec et définitif. Les Bernard, les amis du couple, reculaient lentement vers la porte, comme pour s'extraire d'une scène de crime. Jean-Philippe, lui, secouait la tête, les yeux exorbités. Impossible. C'est un montage, un faux. Tu n'es qu'une petite gérante d'immeuble. Tu travailles dans une agence de quartier. Non, mon oncle. Je suis la personne qui t'a laissé jouer avec les restes de l'entreprise de mon père pendant que je bâtissais un empire avec les miettes que tu croyais m'avoir généreusement laissées. Ma voix était dénuée de toute émotion. C'était un simple énoncé de faits. Je commençais alors le démantèlement méthodique, chirurgical, de leur monde illusoire. Parlons de ton entreprise, de Valois et Fils, dis-je en le regardant droit dans les yeux, sans ciller. Le bail de tes bureaux sur les prestigieux Champs-Élysées, dont le loyer a été payé en retard cette fois sur les 12 derniers mois, ne sera pas renouvelé le mois prochain. La lettre de congé, invoquant ces manquements répétés, est partie ce matin en recommandé. Tu as 30 jours pour vider les lieux. J'espère que tu as une solution de rechange pour tes archives. Je me tournai vers Chloé, dont le mascara commençait à couler sur ses joues. Ton pantouse, ma chère cousine. J'ai adoré tes stories sur tes fêtes. Tout particulièrement celle de la semaine dernière, avec le DJ et les 40 invités. Mon concierge, qui est très méticuleux, a tout noté. Les plaintes du voisinage, les dégradations dans l'ascenseur. Elles constituent des preuves parfaites de violation grave du règlement de copropriété et de ton contrat de location. L'avis d'expulsion pour nuisance sonore et dégradation te sera signifié demain matin à la première heure. J'espère que tes followers apprécieront une story sur la vie en HLM. Puis ce fut le tour d'Alexandre, qui me regardait avec une haine mêlée de peur. Et ton deal du siècle à Neuilly, ton projet si disruptif. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Monsieur Lambert. Il m'a transmis ce matin le rapport final de ton test d'aptitude. C'est un chef-d'œuvre. Il m'a cité une de tes phrases, le financement n'est qu'un détail, l'important c'est le storytelling. Il m'a dit que tu étais le négociateur le plus arrogant, le plus incompétent et le plus déconnecté de la réalité qu'il ait jamais rencontré en 30 ans de carrière. Inutile de te dire que le projet n'a jamais existé. Le visage d'Alexandre se décomposa. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 minute. Enfin, je revins à Jean-Philippe et Béatrice, les architectes de ma douleur. Et cette maison? Cet hôtel particulier que vous avez souillé par votre présence. Vous avez 30 jours pour partir. 30 jours pour emballer vos effets strictement personnels, sous la supervision d'un huissier. Le reste, le mobilier que vous avez choisi, les œuvres d'art que vous avez achetées, les bijoux que vous avez prétendu être un héritage de famille, tout reste. Car tout a été payé par des sociétés qui m'appartiennent. Tout m'appartient. Ma tante fit un pas vers moi,
le visage déformé par la haine. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons recueilli, nourri, logé. Vous m'avez recueilli pour voler mon héritage en toute tranquillité. Vous m'avez nourri avec les restes de vos festins. Vous m'avez logé comme une domestique dans la maison qui aurait dû être la mienne. Ne confondons pas la charité et le calcul sordide, ma tante. Jean-Philippe tenta une dernière manœuvre, brandissant les papiers de la banque. Et notre prêt? La banque? Tu as fait ça pour nous empêcher d'avoir des liquidités. C'est toi qui as tout manigancé. Exactement, confirmai-je avec un calme terrifiant. La raison pour laquelle le pauvre Gérard Martin a dû refuser votre demande de prêt hypothécaire, au péril de votre vieille amitié, c'est parce que je le lui ai ordonné. Horizon Capital est devenu un acteur incontournable de sa banque ces 6 derniers mois. Il n'avait pas le choix entre votre passé et mon avenir. Vous étiez déjà ruiné avant même que Maître Dubois ne sonne à cette porte. Je fis une pause, laissant le poids écrasant de cette révélation s'installer. Et la raison pour laquelle j'ai fait tout ça, conclus-je en baissant la voix, la rendant plus personnelle, plus intense, pour qu'ils soient les seuls à entendre. Ce n'est pas pour l'argent. J'en ai plus que vous ne pourriez en dépenser en 100 vies. C'est parce que vous, mon oncle, vous avez trahi votre propre frère. Vous avez dansé sur sa tombe. Vous avez tenté d'effacer son nom, sa mémoire, son héritage. Je me souviens de lui, chaque jour. Je me souviens de sa gentillesse, de son intégrité. Des valeurs que vous ne connaîtrez jamais. Ceci n'est pas du business. C'est une question de justice. Et ce soir, la justice de mon père vous est servie. Froide. La révélation finale, celle qui touchait à l'honneur et à la trahison fraternelle, agit comme un détonateur sur une charge de dynamite. Le vernis de la civilité, déjà bien craquelé, vola en éclats, et la véritable nature de la famille de Valois se montra au grand jour, hideuse, pathétique et incroyablement bruyante. Ce fut Jean-Philippe qui explosa le premier. Dans un accès de lâcheté suprême, il ne se tourna pas vers moi, mais vers sa femme, le bouc émissaire de toutes ses faiblesses. « C'est de ta faute, hurla-t-il, le visage congestionné, postillonnant de rage. Tes dépenses. Tes caprices. Tes soirées ridicules. Tu m'as poussé à prendre des risques, à toujours vouloir plus, à vivre au-dessus de nos moyens. Ma faute, répliqua Béatrice, sa voix montant dans les aigus de l'hystérie. C'est toi qui étais trop faible pour gérer l'entreprise de ton propre frère. Toi et ton bon à rien de fils, qui se croit un génie de la finance alors qu'il ne sait même pas lire un bilan. Alexandre, touché au vif, se tourna contre sa mère, les larmes de rage et d'humiliation coulant sur ses joues. Ne m'insulte pas. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est vous qui ne m'avez jamais fait confiance, qui m'avez toujours traité comme un enfant. C'est peut-être toi qui as perdu une fortune dans ce projet de galerie d'art à Saint-Germain. Et toi, cria Jean-Philippe en pointant un doigt tremblant sur son fils, avec tes investissements stupides dans les crypto-monnaies et les NFT. Tu as brûlé des centaines de milliers d'euros. Chloé, quant à elle, s'était effondrée sur les marches de l'escalier, sanglotant bruyamment, non pas de remords, mais de peur panique. Mon Pantouze? Mes followers? Ma vie est finie. Finie. C'était une scène de chaos absolu. Une implosion familiale en direct, un déballage public de leurs échecs, de leurs secrets et de leur mépris mutuel. Ils se déchiraient les uns les autres, cherchant des coupables partout sauf dans le miroir. Je les observais, impassible, comme un scientifique regardant une colonie de fourmis paniquées après avoir détruit leur nid. Il n'y avait en moi ni pitié, ni joie. Juste le constat froid et clinique d'un résultat attendu depuis longtemps. Les Bernard, leurs amis, avaient profité de la confusion pour s'éclipser discrètement, murmurant des excuses pathétiques à Pierre avant de fuir dans la nuit comme des rats quittant un navire en train de couler. C'est alors qu'une voix calme et posée s'éleva au-dessus du tumulte, une voix habituée à commander le silence. C'était le comte de Brissac. Il s'était levé de table et s'était approché, son visage exprimant un profond dégoût pour le spectacle qui s'offrait à lui. Il ignora complètement ma famille en pleine crise et s'adressa directement à moi, avec une solennité qui leur fit l'effet d'un coup de poignard. « Mademoiselle, dit-il en s'inclinant légèrement, un geste d'un autre temps, plein de respect.
Votre père aurait été fier. Pas de votre fortune, cela est vulgaire. Mais de votre force de caractère, de votre intelligence et de votre patience. Vous avez restauré l'honneur de son nom. Puis, il se tourna vers Jean-Philippe et Béatrice, son regard les glaçant sur place. Quant à vous, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Jamais. La société parisienne a la mémoire longue pour le déshonneur. Sur ces mots, il tourna les talons et se dirigea vers la sortie avec une dignité royale. Pierre, qui était resté silencieusement en retrait, lui tendit son manteau. Le départ du comte de Brissac, figure respectée et faiseur de réputation de l'aristocratie parisienne, était plus qu'un simple départ. C'était une condamnation. Leur mort sociale venait d'être prononcée en public et sans appel. Son départ calma étrangement la situation. La fureur laissa place à un abattement total, à la prise de conscience finale. Ils comprirent que tout était perdu. Pas seulement la maison et l'argent, mais aussi le statut, le respect, l'illusion de leur importance. Béatrice tenta une dernière, pathétique approche, celle de la manipulation affective. Elle s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes de crocodile. Élise, ma chérie, nous sommes ta seule famille. Ta seule famille au monde. Tu ne peux pas nous faire ça. Pense à tous les bons moments. Je la coupai net, ma voix ne tremblant pas, les bons moments? Lesquels? Ceux où vous m'envoyiez en cuisine pendant que vous receviez vos amis? Ceux où vous critiquiez mes vêtements, mes études, mon existence? Ne cherchez pas dans votre mémoire, ma tante. Il n'y en a aucun. Vous n'avez jamais été ma famille. Vous avez été mes geôliers. Je regardai ma montre, un modèle simple mais élégant. Maître Dubois va vous expliquer la procédure en détail. Vous avez 30 jours. Une société de déménagement que j'ai mandatée viendra la semaine prochaine vous aider à emballer vos effets strictement personnels. Tout le reste sera inventorié par un commissaire-priseur. Si un seul objet ayant appartenu à mes parents manque à l'appel, je déposerai plainte pour vol aggravé. Je me tournai pour partir, les laissant aux soins du notaire et de ses 2 assistants, qui s'étaient discrètement positionnés pour empêcher toute tentative de violence ou de fuite. Alors que j'atteignais le seuil du salon, la voix de Jean-Philippe s'éleva une dernière fois, faible et brisée. Pourquoi, Élise? Pourquoi tant de haine? Je m'arrêtai, sans me retourner, ma main sur le chambranle de la porte. Ce n'est pas de la haine, mon oncle. C'est de la méthode. Vous m'avez appris une leçon précieuse le jour où vous m'avez tout pris, le monde n'est pas juste. Alors j'ai décidé de le rendre juste. À ma façon. Sur ces mots, je quittai le hall, les laissant dans les ruines fumantes de leur vie, un champ de bataille de leur propre création. Les 6 mois qui suivirent furent une période de transition étrange, une sorte de purgatoire silencieux après la tempête. L'hôtel particulier, vidé de la présence toxique des de Valois, fut entièrement restauré. Sous ma direction, des artisans talentueux, des ébénistes, des peintres, ont travaillé à effacer les cicatrices de leur mauvais goût. Les murs repeints dans des couleurs criardes ont retrouvé leur teinte d'origine, des gris perles et des blancs cassés, doux et élégants. La bibliothèque de mon père, qu'ils avaient voulu transformer en salle de sport avec des miroirs et des machines chromées, a été réaménagée avec ses livres reliés en cuir, ses cartes anciennes et son globe terrestre. En vidant un tiroir, j'ai même retrouvé une de ces vieilles pipes et une boîte de tabac à moitié vide. L'odeur familière m'a submergé d'une vague de nostalgie si puissante qu'elle m'a presque fait vaciller. Chaque objet que j'avais réussi à racheter au fil des ans dans des ventes aux enchères discrètes a retrouvé sa place. La maison respirait à nouveau. C'était redevenu le sanctuaire de mon enfance. Pendant ce temps, je n'avais aucun contact direct avec eux. Maître Dubois gérait tout avec une efficacité redoutable. Mais je restais informé. Non par vengeance, mais par une nécessité presque clinique de clore ce chapitre, de m'assurer que la justice que j'avais mise en mouvement suivait son cours jusqu'au bout. J'avais engagé une agence de détectives discrets, non pas pour les espionner, mais pour obtenir un rapport final, une photographie objective de leur nouvelle réalité. Un jour, une enveloppe épaisse arriva sur mon bureau. À l'intérieur, il n'y avait pas que des photos. Il y avait un rapport détaillé, un jour dans la vie d'eux, qui rendait leur déchéance encore plus concrète. Le rapport sur Béatrice était particulièrement saisissant.
Elle vivait avec Jean-Philippe dans un 2 pièces en banlieue. Le détective décrivait sa routine, les courses au supermarché discount, les longues heures passées à regarder la télévision, l'air absent. Une photo la montrait sur le parking, luttant avec plusieurs sacs de courses qui semblaient trop lourds pour elle. Son visage, autrefois si lisse et arrogant, était marqué par la fatigue et l'amertume. Elle semblait perdue, invisible dans la foule anonyme. Le rapport sur Alexandre le décrivait travaillant comme serveur dans un café d'une petite ville de province. Le détective avait noté une conversation qui l'avait surprise. Un client s'était plaint que son café était froid, et Alexandre s'était excusé platement, avec une docilité qui aurait été impensable auparavant. Le grand négociateur était devenu un simple serveur, soumis aux caprices de clients anonymes. La description de la vie de Chloé était la plus poignante. Son compte Instagram était devenu silencieux. Elle avait tenté 1 ou 2 publications sur le thème de la résilience, qui avaient été accueillies par des moqueries. Elle travaillait maintenant comme vendeuse dans une boutique de vêtements de milieu de gamme. Une photo la montrait pliant des pulls, son visage dépourvu de toute expression, comme si elle avait été vidée de sa substance. En plus du rapport, il y avait une lettre. Une lettre que Béatrice m'avait envoyée, et que Maître Dubois avait interceptée. Il me l'avait transmise en me disant, « Vous devez la lire. Pour savoir à quoi vous avez échappé. » Je l'ai lu. C'était un chef-d'œuvre de manipulation affective, un mélange de supplications, de reproches et de chantage émotionnel. Ma chère Élise, je pense à toi chaque jour dans cet appartement horrible. Comment as-tu pu nous faire ça, à nous, ta seule famille? Ton père n'aurait jamais voulu ça. Je suis vieille et malade. Si seulement tu pouvais nous trouver un endroit plus décent. Un petit geste de ta part. Je regardais ces photos, je relus cette lettre. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, un sentiment de triomphe, la douce saveur de la vengeance accomplie. Mais je ne ressentis rien de tout cela. Il n'y avait pas de joie. Juste une sensation de vide. Un constat froid et clinique. Le problème avait été identifié, analysé et résolu. L'équation était enfin équilibrée. Ces gens n'étaient plus des monstres tout-puissants qui avaient hanté ma jeunesse. Ils étaient redevenus ce qu'ils étaient vraiment, des individus faibles, vaniteux et médiocres, dépouillés de l'armure d'argent et de statut qui les protégeait du monde réel. Ils n'étaient plus mes ennemis. Ils n'étaient plus rien. Je pris les photos et la lettre et les jetai dans la cheminée de la bibliothèque. En regardant le papier se recroqueviller et noircir sous l'effet des flammes, je compris que ma quête était terminée. La vengeance avait été mon moteur, mon unique but pendant 15 ans. Maintenant que ce moteur était à l'arrêt, il fallait que je trouve un autre carburant pour continuer à avancer. La question n'était plus de savoir comment détruire leur passé, mais comment construire mon propre avenir. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourinait doucement contre les hautes fenêtres de la bibliothèque, créant une atmosphère feutrée et intime, je me servis un verre d'Armagnac. C'était une bouteille de l'année de ma naissance, que mon père avait mise de côté dans la cave pour mes 30 ans. Je les avais eus il y a quelques mois, dans la solitude de cette maison encore en travaux. Assise dans son fauteuil en cuir usé, face à la cheminée où j'avais brûlé les dernières images de leur déchéance, je me sentais étrangement, profondément en paix. La maison était silencieuse. Un silence apaisant, non plus le silence lourd de secrets et de non-dits de mon enfance, mais un silence plein de promesses et de possibilités. Mon empire, horizon capital, tournait sans moi. J'avais passé les dernières années à mettre en place des équipes si compétentes, des directeurs si fiables, que ma présence n'était plus requise au quotidien. J'avais gagné la guerre, et maintenant, je devais apprendre à vivre en temps de paix. Une perspective bien plus intimidante. Pierre entra sans bruit, sa discrétion toujours parfaite. Maître Dubois est là, mademoiselle. Je souris. Faites-le entrer, Pierre. Et apportez un deuxième verre, s'il vous plaît. Le même Armagnac. Le vieux notaire entra, son visage habituellement si sérieux éclairé par un sourire chaleureux. Il était plus qu'un conseiller, il était devenu la seule figure paternelle que j'avais, le gardien de ma mémoire et de ma transformation. Élise, dit-il en s'asseyant en face de moi, acceptant le verre que je lui tendais. Vous avez l'air sereine. Apaisée. Je le suis, répondis-je en regardant les flammes danser. C'est fini. Vraiment fini.
J'ai compris que je ne pouvais pas construire mon avenir tant que je serais obsédé par leur passé. Il prit une gorgée d'Armagnac, ses yeux brillant à la lueur du feu. La justice a été rendue. Votre père peut reposer en paix. Mais la question que je me pose maintenant, et que vous devriez vous poser aussi, est la suivante: qui est Élise de Valois, maintenant que la vengeance n'est plus son fardeau, ni son armure? Que allez-vous faire de tout ce pouvoir, de toute cette liberté? Sa question toucha un point sensible, la question qui tournait en boucle dans mon esprit depuis des semaines. Pendant 15 ans, ma vie avait été définie par un seul objectif, la reconquête. Chaque décision, chaque investissement, chaque sacrifice était subordonné à ce but ultime. Maintenant, j'étais face à une page blanche, une liberté vertigineuse. Je ne sais pas encore, avouai-je dans un souffle. C'est terrifiant et excitant à la fois. J'ai pensé à beaucoup de choses. Peut-être que je vais voyager, voir le monde que je n'ai vu qu'à travers des rapports financiers. Peut-être que je vais créer une fondation au nom de mon père. Une fondation pour aider des jeunes entrepreneurs talentueux qui ont été floués ou qui n'ont pas les moyens de démarrer. Je veux construire quelque chose, pas seulement posséder. Je veux que mon héritage ne soit pas celui de la vengeance, mais celui de la création. Maître Dubois hocha la tête, l'air approbateur. C'est une belle ambition. C'est digne de vous. C'est digne de lui. Nous restâmes silencieux un moment, écoutant le crépitement du feu et le son apaisant de la pluie. C'était un silence confortable, celui de deux âmes qui avaient mené un long combat ensemble et qui savouraient enfin la victoire et le calme qui s'ensuit. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit, sonnant étrangement fort dans le calme de la maison. Nous nous regardâmes, surpris. Je n'attendais personne. Quelques instants plus tard, Pierre apparut dans l'encadrement de la porte de la bibliothèque. Son visage, d'habitude si neutre, était perplexe. « Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Il y a une jeune femme à la porte. Elle demande à vous voir. » « Une jeune femme ?» demandai-je, intrigué. « Oui. Elle dit s'appeler Chloé. Chloé de Valois. » Le nom flotta entre nous, lourd, incongru. Chloé. Ma cousine. Ici, maintenant. Je regardai Maître Dubois, dont le visage s'était instantanément refermé, devenant une forteresse de méfiance. Elle n'est pas arrogante, mademoiselle, ajouta Pierre, comme s'il sentait mon hésitation et mon conflit intérieur. Elle a l'air perdue. Elle pleure. Elle est sous la pluie, sans parapluie. Elle a juste dit, s'il vous plaît, je dois lui parler. Juste 5 minutes. Je me levai lentement. Mon cœur se mit à battre plus fort. Tous les scénarios se bousculaient dans ma tête. Était-ce une nouvelle ruse, une nouvelle tentative de manipulation? Ou, autre chose? L'image de la photo, celle de Chloé à l'arrêt de bus, le visage vide, me revint en mémoire. Je me dirigeai vers la porte de la bibliothèque, puis vers le long couloir menant au hall d'entrée. Chaque pas sur le parquet ciré était lourd, plein de sens. J'étais arrivé à une nouvelle intersection, une décision que je n'avais pas anticipée. La vengeance était terminée. Mais la pitié, ou peut-être même le pardon, avait-elle une place dans ma nouvelle vie? J'arrivai devant la grande porte en chêne. De l'autre côté, sous la pluie, il y avait le dernier fantôme de mon passé. Ma main se leva et se posa sur la lourde poignée en laiton froid. Allais-je ouvrir la porte, et avec elle, la possibilité d'un avenir incertain, peut-être même d'une humanité partagée? Ou allais-je la laisser fermer, le dernier rempart de ma forteresse, la preuve finale que j'étais devenu aussi dur et impitoyable que ceux qui m'avaient blessé? Ma main hésita, suspendue entre le passé et l'avenir.